Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce Before de Backseat en partenariat avec Médecins du Monde, une association, une ONG internationale dont j'ai hâte de vous parler. Je ne suis pas tout seul pour en parler, on va la découvrir ensemble grâce à Irène et Chloé. Bonjour à toutes les deux, ça va? Bonjour, ça va bien. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci du coup pour ce Before en partenariat avec votre ONG. Médecins du Monde, c'est quoi? Irène. Alors, pas simple de résumer, parce que c'est une ONG qui existe depuis 40 ans. 40 ans d'histoire, ok. Voilà, qui intervient dans une trentaine de pays, avec plein d'associations dans un réseau dans d'autres pays aussi. Donc, il y a 4000 personnes qui sont mobilisées à travers tout le monde. Ok. Donc, ça ne va pas être simple de résumer, mais on va faire un petit effort. C'est quoi? C'est pour la santé, mais donc... Voilà, ce sont des militants de la santé, mais de la santé de façon très large, qui ont eu envie de se mobiliser pour que tout le monde ait accès aux soins, quelle que soit la situation, le pays, le contexte dans lequel on se trouve. 40 ans d'histoire, ça fait un bout de temps. Qu'est-ce qui a donné naissance à cette ONG? Pourquoi? C'est quoi le constat de base qui a dit qu'à un moment, il a fallu créer Médecins du Monde? C'est vraiment la militance, en fait, des gens qui ont envie de s'engager pour aider des personnes à accéder aux soins, à refuser que des personnes ne puissent pas se faire soigner parce qu'elles sont dans des contextes compliqués, dans des crises, parce qu'elles ont des pratiques de consommation de produits, de travail du sexe, de personnes qui vivent à la rue, des personnes qui vont être impactées par beaucoup d'événements qui font que leur santé va être altérée et qui ont besoin, à un moment donné, sur une durée qui peut être très différente d'une personne à une autre, d'aide pour accéder aux soins. D'accord. Alors du coup, tu as commencé à le dire, Irène, mais la question des publics que vous ciblez, c'est quoi les gens qui vont bénéficier de l'action de Médecins du Monde? Chloé, tu pourrais me le dire comment? Ça va dépendre un peu du lieu, parce qu'effectivement, on travaille à l'international, donc ça peut être des crises. Il y a un peu deux types de programmes qu'on peut mener, des crises, des urgences sanitaires, type l'Ukraine en ce moment. Ouais. Il y a plein ou des catastrophes naturelles. Et après, beaucoup de programmes aussi qu'on dit à long terme, de mise en place. On fait beaucoup de soutien au ministère de la Santé dans les pays, par exemple, sur des questions de droit, santé sexuelle et reproductive, par exemple. Enfin voilà, c'est donc un peu les deux, on va dire, deux aspects de nos missions à l'international. Et la particularité de Médecins du Monde, je crois aussi, c'est qu'on travaille en France. On a des missions un peu partout en France où on fait de l'accueil un peu médico-social, on peut avoir cette approche-là. Et aussi des missions auprès des publics dont parlait Irène, les travailleurs du sexe, les usagers de drogue, ce qui fait aussi une particularité, je pense, de Médecins du Monde. Ok, d'accord. Tu as parlé de programmes, c'est comme ça que vous appelez en fait vos ensembles d'actions quelque part. C'est quoi ces actions? Vous faites quoi pour ces publics dont tu viens de parler? Alors on va faire un focus sur la France là. En fait, ouais, on va à la rencontre des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, sont pas forcément mettent pas la santé dans le cœur de leurs préoccupations, parce qu'il faut gérer des histoires de sécurité, de logement, de scolarité pour les enfants, voilà, de papier, parce qu'on est dans des situations irrégulières au regard du séjour. Donc on va aller à la rencontre de ces personnes-là et on va leur proposer un accompagnement qui est à la carte, parce que la particularité de Médecins du Monde aussi, c'est vraiment de travailler avec les personnes directement concernées, sans avoir de projet à leur place, mais d'être là en support, en soutien par rapport aux projets qu'elles ont. Mais forcément dans des logiques de soins, vous faites aussi de la prévention, vous faites sur l'ensemble du parcours. Ouais, sur tout le parcours, et on va avoir une action effectivement pour travailler sur la santé en tant que telle, comme tu dis, sur la prévention, sur accompagner à des traitements, éviter les ruptures de soins et de traitements, faire le lien avec le système de santé qui est quand même super compliqué à comprendre, et on va aussi travailler avec les personnes sur ce qui impacte leur santé. C'est-à-dire qu'en fait, Médecins du Monde travaille sur ce qu'on appelle nous les déterminants de santé. Ça veut dire quand tu es mal logé, ben oui, ça va impacter ta santé. Quand tu es discriminé parce que tu es migrant, ou quand tu es toujours confronté à la police qui va t'arrêter parce que tu es consommateur de produits ou travailleur du sexe, ben on va essayer de travailler sur les lois qui vont impacter la santé. Donc on a beaucoup de boulot parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a des politiques qui sont très répressives à l'égard de certains publics. Il y a un climat aussi qui est très xénophobe, en fait, qui monte. Et donc, ça, vous le voyez concrètement sur le terrain? Ouais, nous on le voit avec des situations. On le voit avec des situations que les personnes vivent de rupture en fait avec un système de santé, ou dans des villes qui sont pas forcément toujours super accueillantes. Mais alors c'est quoi par exemple les actions? Si tu as un exemple à me donner d'un consommateur de drogue, quelqu'un qui, on en a parlé à Paris par exemple, le crack à Paris depuis quelques années maintenant, c'est quel type d'accompagnement que vous allez faire? Vous allez avoir un suivi, les personnes vont avoir un référent, ça fonctionne comment? Il y a déjà, en fait, ça paraît un peu peut-être primaire de dire ça, mais il y a déjà la création du lien. En fait, les politiques sont quand même pas forcément toujours accueillantes, et donc on a nécessité à recréer du lien pour travailler avec les personnes, et surtout ne pas être dans l'injonction de quoi que ce soit, en fait, de travailler avec ce qu'elles ont envie de faire au moment où elles en sont, et d'accompagner
leur parcours tel qu'il y a. Donc, Donc la ça peut être création. prendre rendez-vous avec un médecin, avec elle, les Ouais, déjà accompagner, expliquer les simplement leur droits. En donner fait, les infos, ouais, les personnes peuvent finir par croire qu'elles n'ont plus de droits, alors qu'en fait, non, elles ont des droits. Et donc, c'est d'arriver à réexpliquer les droits auxquels elles peuvent accéder et rendre les démarches un peu plus faciles et les faire une première fois peut-être avec les personnes pour qu'après, elles se sentent en confiance pour les faire une deuxième fois. Donc, c'est vrai qu'on a une belle équipe de bénévoles aussi, hein, quand on le disait tout à l'heure. Il y a 4000 personnes qui sont mobilisées sur Médecins du Monde. Et combien de bénévoles dans les 4000 ? Ouais, ça va être 3000, enfin je n'ai pas les chiffres exacts, mais en fait, c'est aussi une façon de montrer qu'on peut être bénévole à Médecins du Monde sans être forcément médecin, parce qu'en fait, on est vraiment sur la création du lien avec des personnes qu'on considère, en fait, les personnes qui consomment des produits, qui sont à la rue, qui sont à vivre sur des bidonvilles. En France, on a des bidonvilles. Ben voilà, on travaille avec elles, on fait de la médiation en santé, donc il y a de la place pour vraiment beaucoup de bénévoles avec plein de compétences différentes. Tu as parlé de l'Ukraine, Chloé, tout à l'heure. C'est quoi les actions que mène Médecins du Monde sur le théâtre ukrainien actuellement ? Là, c'est du soutien, enfin, on va dire purement humanitaire, mais effectivement d'acheminement. Tu me corriges, hein, parce que je ne suis pas... Attention, Non, mais c'est... Là, c'est de l'urgence. Enfin, on est dans l'action d'urgence. C'est un programme, on va dire, typiquement humanitaire, mais pas dans le mauvais sens, hein, dans le très bon sens du terme. Mais d'urgence, et alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on était déjà sur place. Médecins du Monde, donc on a vu arriver la chose, si je puis dire, l'invasion. Donc voilà, on a aussi un peu cette puissance-là d'être sur place et de pouvoir aider les populations. Mais c'est très, on est aussi sur le droit humanitaire. On va défendre ces questions-là et aussi les porter au niveau onusien s'il le faut. Parce que c'est aussi la particularité de Médecins du Monde, vous n'êtes pas seulement sur le terrain, si je puis dire, vous êtes aussi dans les hautes strates du pouvoir, puisque vous intervenez, enfin vous y êtes, vous essayez au maximum d'influer, c'est ce qu'on appelle le plaidoyer, comme on dit. Vous menez des actions auprès des institutions publiques, par exemple l'Union européenne, par exemple la France, par exemple des États. Ça aussi, c'est quelque chose d'important pour vous, vous défendez les droits à la santé de ces publics-là ? Oui, c'est clairement une identité forte de Médecins du Monde de vouloir changer les choses, c'est-à-dire qu'on est là en réponse, mais on a bien envie de disparaître. Et donc, pour disparaître, il faut qu'on arrive à changer et des lois, et des pratiques, et des dispositifs. Donc, on crée des dispositifs spécifiques et après, ils sont repris par le droit commun, ce que nous, on va appeler le droit commun pour que ça soit des dispositifs qui existent pour tout le monde. Et ce que tu disais par rapport à l'Ukraine, effectivement, on va être beaucoup en support aussi des ONG locales, de ne pas arriver comme tout seul et de faire les choses tout seul et de repartir. Donc, bonjour, on ce qu'on sait faire, c'est travailler en lien sur... D'accord, ok. Dans le cadre de la France, on en a parlé un peu rapidement, le premier tour de l'élection présidentielle, c'est dans 3 jours seulement. Vous avez mené une campagne pour que la campagne se saisisse des enjeux de santé. On a une petite vidéo à vous diffuser, les amis, et on se retrouve tout de suite après pour en parler. Depuis 2 ans, la crise sanitaire a concentré l'attention médiatique, mettant en lumière les dysfonctionnements et les limites de notre système de santé. Mais à l'heure des élections présidentielles, les questions de santé sont éclipsées par des discours électoralistes sur l'immigration et la sécurité. La santé est un peu occultée dans ce début de campagne, dans cette campagne. La santé, sujet en tête des préoccupations des Français, mais qui reste en marge du débat électoral. Je veux arrêter les flux et je veux mettre l'immigration à 0. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers. Pourtant, la santé constitue plus que jamais un enjeu prioritaire pour les Français. Pour remettre la santé au cœur des priorités politiques, Médecins du Monde a décidé de s'infiltrer dans la campagne présidentielle. En détournant les slogans des candidats et en ouvrant les débats sur les réseaux sociaux, nous voulons interpeller les personnalités politiques et alerter le grand public sur l'épuisement de notre système de santé. Prix des médicaments, déserts médicaux, abandon de l'hôpital public, discrimination dans l'accès aux soins, notre modèle est en danger, au bord de la rupture. Il est urgent d'agir en faisant des choix politiques forts et concrets. C'est pour ça que Médecins du Monde dénonce le silence des candidats et formule 10 propositions pour un système de santé respectueux des droits humains, qui ne discrimine pas et ne marchande pas l'accès à la santé. Retrouvez le manifeste de Médecins du Monde pour redonner une voix à la santé sur notre site lasantéencampagne.com. Voilà, lasantéencampagne.com, c'est la campagne de Médecins du Monde pour cette présidentielle. Ça a été quoi vos constats de départ ? Quelle a été la place de la santé selon vous dans cette campagne présidentielle ? Vous le disiez dans la vidéo, c'est pas top. Je pense que oui, tout le monde fait ce constat-là. Tout le monde, en fait, c'est marrant parce que tout le monde se plaint du fait... La question du logement, c'est des questions dont les Français se préoccupent en premier avec la santé. On l'a vu avec la crise Covid, donc les gens en plus ont pris une expertise, ce qui est très intéressant sur ça. Et du coup, on voit que c'est complètement absent. Et je pense que...
Mais y compris les candidats peuvent le dire, on ne parle pas assez de ça, ça et ça, mais le résultat, c'est qu'on continue à ne pas parler vraiment des enjeux de santé qu'il peut y avoir en ce moment. Et voilà, on a commencé une action là, il y a le 5 avril dernier, on a fait une action légale contre un brevet, et c'est la première fois dans le monde contre un des brevets de BioNTech sur le vaccin Covid, et c'est aussi pour exemplifier. Voilà. Mais c'est ça, c'est de remettre, mais c'est bon, c'est pas un vœu pieux, j'espère, parce que je pense que on pense vraiment que c'est une des préoccupations, on le voit bien sur les terrains. Les gens, ils sont plus inquiets par ces questions de santé, de moins bonne prise en charge aussi en France. Mais alors du coup, c'est quoi le rôle d'une ONG comme la vôtre dans le cadre d'une campagne présidentielle? Vous n'êtes pas un parti politique, vous ne présentez pas de candidat, mais vous formulez des propositions, on va en parler. Mais votre rôle, du coup, c'est comment vous le concevez? Vous interpellez les électeurs, vous interpellez les politiques, les médias, les trois? Comment vous faites? En fait, on est surtout, on se situe en tant qu'acteur de terrain. Ça fait 40 ans qu'on est en France et qu'on voit la dégradation d'un système de santé et à plein de niveaux différents. Donc nous, on va avoir un rôle d'alerte très fort. On essaie de se faire entendre et justement avec des faits incontestables. C'est-à-dire que quand on est sur le terrain et qu'on est obligé d'accompagner les personnes, parce que s'il n'y a pas d'ONG, les personnes, elles n'ont pas accès aux soins, c'est un problème. Donc ça, les candidats peuvent être très éloignés de cette réalité-là. Donc nous, on a un rôle pour faire en sorte que les députés comprennent ça dans leur territoire, que les candidats et candidates montrent aussi quels choix ils ont envie de faire sur la santé. Quand nous, on défend un système de santé universel, c'est qu'effectivement, on demande un engagement fort. C'est un choix politique aujourd'hui de dire qu'on veut un système équitable, de qualité pour toutes et tous, dès lors qu'on est sur les territoires en France. Et c'est un choix politique qu'il faut faire, et il faut s'engager à le faire et à le tenir sur le long terme. Et alors les rares fois où les candidats ont eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet de la santé, j'ai entendu quelques propositions, souvent autour de la question de l'hôpital, rapport au Covid-19 on s'en doute, mais pas seulement, aussi l'état de l'hôpital même avant la crise. Mais vous les trouvez comment les candidats? Vous les trouvez précis, vous les trouvez ambitieux, ou alors flous? Ça dépend. Quel regard vous avez? Ça dépend lesquels ou ça dépend non, c'est vrai que sans faire une analyse à la fois dans les programmes et dans les prises de parole, il y a effectivement chez certains, c'est une non-question. D'autres qui ont travaillé les dossiers et qui apportent des réponses qui sont plus ou moins satisfaisantes, mais en tout cas qui montrent un travail qui a été fait là-dessus et qui ont des propositions après qui vont nous correspondre à ce qu'on constate effectivement du terrain et ce qu'on essaie de défendre au plus haut niveau pour dire voilà, c'est un peu... Alors, ce que vous essayez de défendre, du coup, parlons-en. Vous avez formulé 10 propositions, on le voit dans la vidéo. C'est quoi les 10 propositions de Médecins du Monde? Et juste avant ça, si tu permets, non, je voulais juste dire aussi qu'en fait, nous, on va alerter sur le fait que les lois, par exemple, les dispositifs, les solutions qu'il faut trouver pour sauver l'hôpital, pour les déserts médicaux, il faut les travailler avec les personnes concernées. Et les personnes concernées, ça va être les soignants qui vont être à l'hôpital. En fait, c'est d'arriver à montrer qu'en fait, on ne va pas s'en sortir si c'est juste... C'est pas une idée miracle qui va... Voilà, c'est c'est du pas... top and down, Exactement, si on est que toujours ça, comme ça ne fonctionne pas, on le sait. Donc, en fait, c'est aussi ça qu'on veut dire, c'est arrêter de fonctionner comme ça, on le sait bien, ça ne marche pas. Donc écoutez les soignants qui vont vous dire ce qu'il faut, c'est eux qui savent. Et d'ailleurs, pendant le Covid, justement, il y a eu quand même les soignants ont pu reprendre un peu la main sur la gestion de l'hôpital, tellement c'était le bordel. Et finalement, il y a des choses qui ont beaucoup mieux fonctionné. Donc c'est aussi de changer un peu la façon de travailler. Donc nos 10 propositions, on va peut-être pas par cœur. Non, mais en fait, la philosophie globale, tu l'as déjà un peu expliqué. La philosophie, c'est de dire il y a des choses qu'il faut changer dans le système de santé, notamment un des points que Chloé va développer tout à l'heure. Et puis, il y a agir sur ce qui impacte la santé. Donc, quand on accueille mal les migrants, quand on a des personnes en France qui sont mal logées, quand on a toujours des politiques répressives envers des publics qui ont certaines pratiques, c'est sûr que ça impacte la santé. Il faut arrêter de nous demander de faire des recherches et prouver les choses. On le sait. Les personnes mal logées, bien sûr, elles ont des problèmes de santé. Donc, si déjà on règle ça et qu'on améliore la santé des personnes et qu'on a un système de santé qui fonctionne mieux, et qu'on a, par exemple, une même carte vitale pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas une distinction selon qu'on ait des papiers ou pas de papiers, selon un certain nombre de choses, ça ira beaucoup mieux. Donc en fait, nos propositions, elles sont... La carte vitale pour tous, par exemple. Oui, voilà. Même système de santé, qualitatif pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'on parle de choix, c'est que c'est possible. Et alors, oui, tu le dis, c'est possible. Toi, c'est ce dont tu allais parler, Chloé, c'est la question des brevets. Je suppose c'est ça, la question des brevets, qui est un sujet sur lequel vous avez travaillé, vous, Médecins du Monde, sur lequel vous intervenez. On a eu l'occasion d'en parler sur cette chaîne à plusieurs reprises parce que ça a émergé dans le débat public pendant la gestion du Covid. Les brevets sur le vaccin. On en est où aujourd'hui, Chloé? Alors, on en est où il y a plusieurs dimensions. En fait, il y a quand même dans la crise Covid... une demande au niveau international, on sait qu'il y a plus de 2,5 milliards de gens qui n'ont toujours pas été vaccinés une seule dose. Nous, on est
pas survaccinés, mais on a quand même eu beaucoup de vaccins, des boosters, bref, tout ça. Donc il y a toujours ce problème quand même d'échelle et d'inégalité. Donc il y a des demandes de pays, il y a 120 pays, quelque chose comme ça, membres de l'OMC qui demandent une levée des brevets, c'est-à-dire de se donner le temps, effectivement, pour avoir accès non seulement aux vaccins, là, aux traitements qui arrivent, au dépistage, tout ça. On va préciser qu'un brevet, c'est une propriété intellectuelle voilà, sur la recette du vaccin. C'est un titre légal, on est propriétaire et ça dure 20 ans. Donc il n'y a que nous qui avons le droit de le faire, ce vaccin, c'est à nous qu'il faut l'acheter. C'est ça un brevet, en fait. Disons que ça donne un droit de propriété, donc la personne, il y a des gens qui ont des brevets, mais qui les partagent, qui ne font pas des... Mais bon, il n'y en a pas beaucoup. La plupart, vous, ce que vous demandez, c'est justement ça. C'est ça, l'ouverture des brevets. En fait, le monopole fait qu'ils ont un pouvoir, et c'est notamment les gros industriels au départ, c'est pas forcément eux qui font la découverte, c'est ça qui est triste, c'est que c'est surtout le public, c'est nous qui payons pour beaucoup de traitements qui sont découverts, qui sont rachetés après par des gens pharmaceutiques et qui, ayant ce monopole pendant une vingtaine d'années, vont dire on va le vendre à ce prix-là dans ce pays-là, on va pas s'intéresser aux pays pauvres parce que de toute façon ils vont pas l'acheter, donc c'est pas un marché solvable comme ils disent, et voilà, et ça dérègle complètement le système. Et ce qui est là où Médecins du Monde a commencé à travailler sur ces sujets-là, c'est notamment avec l'hépatite C. Quand les traitements sont arrivés en 2014, il y avait déjà des traitements, mais ceux-là marchaient super bien et n'avaient pas d'effets secondaires, bref. Et là, on était dans une situation où le laboratoire américain avait décidé de le vendre 50 000, puis après 41 000 après négociation. 84 000 $ aux États-Unis, c'était 1 000 $ la pilule parce que c'est un traitement sur 12 semaines pour faire court. Donc, on n'a pas pu, c'est la première fois en France, on a rationné. On a dit, c'est les gens les plus atteints, c'est la première fois. En France, on a quand même l'un des meilleurs systèmes, et c'est la première fois qu'on a fait une discrimination sur des critères médicaux, qui a ces médicaments pas. Et c'est lié au brevet et au fait qu'ils ont la main mise sur un peu tout et ils décident de tout. Sur la question des brevets, justement, sur le vaccin Covid-19, le président de la République, quand il avait été interrogé sur ce sujet en conférence de presse l'année dernière, avait déclaré que c'est pas tout de libéraliser les brevets, l'enjeu c'est la production des vaccins. C'est les facilités de production, les usines, pour faire simple, qui fabriquent les vaccins. Vous êtes d'accord avec lui ou pour vous ça s'arrête pas là? Alors moi je suis toujours un peu, parce que ça fait quand même plus d'1 an maintenant qu'il y a quand même une centaine de pays qui demandent la levée des brevets. Alors a priori le brevet n'est pas un problème, et en même temps si c'est pas un problème, pourquoi ils ne le lèvent pas? Enfin bref, il y a un peu un truc qui me... Bon, après, la production, on nous a dit quand même, moi je sais pas, relisez les discours du LEM, c'est le syndicat de l'industrie pharmaceutique, qui nous explique en long en large que c'est très très compliqué à faire, que ça va mettre un temps de dingue. Mais en fait, non, c'est plus facile que d'autres vaccins, les ARN messagers, ceux dont on parle. Et là, on sait qu'il y a une centaine d'entreprises qui seraient prêtes à le faire, à fabriquer ce vaccin-là dans le monde. Et donc vous, Médecins du Monde, vous avez fait une action en justice. Voilà, auprès de l'office... en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un brevet, nous on est dans la France et dans la Convention européenne des brevets, donc et c'est 38 pays, donc s'il y a un brevet qui est déposé, c'est dans les 38 pays. D'accord. C'est pas tout à fait l'Union européenne, mais bref. Mais par contre, si on arrive à amender, faire changer qu'il n'y ait pas de brevet, ça touche les 38 pays. Donc ça, c'est un vrai intérêt. Mais donc, nous, on n'a que ça. Vous êtes allé taper là-haut directement. C'est que vous avez demandé à l'Office européen des brevets, il s'appelle comme ça, je crois, d'agir. Et donc ça s'est passé comment? Vous avez fait une saisine? Ce qui est intéressant, c'est qu'on pense que depuis 2 ans, Moderna, BioNTech, ils ont des brevets. En fait, ils sont en train de les déposer, ils ne les ont pas encore. Et là, ce qui est un peu nouveau pour nous, c'est parce que sur le médicament de l'hépatite C, on a eu le brevet qui était accordé, on a fait une opposition, ce qu'on appelle, on a dit, non, en fait, il mérite. Et là, on dit, non, toujours, mais c'est avant. Et alors après, c'est ça, c'est histoire d'alerter les examinateurs de l'Office des brevets, de dire, pour un tas de raisons, en fait, et c'est intéressant ces raisons-là quand même, politiquement aussi, c'est de dire que BioNTech, mais Moderna, ça les touche aussi, parce que c'est à peu près, ils sont un peu en compète aussi sur ces brevets-là, mais ils ont juste appliqué des connaissances qui datent de... les années 70, on commence à s'intéresser à l'ARN et tout. Et là, 2005, il y a des découvertes qui font que, finalement, ça a pris très peu de temps pour Moderna et BioNTech, qui avaient déjà un peu, qui savaient faire, mais c'est pas une vraie découverte. Et un brevet, ça doit sanctionner une découverte. D'accord, donc vous agissez aussi sur la question de ce qui justifie de déposer un brevet. En fait, on n'est pas tout à fait au... Il y a 3 critères, et il y a un des critères qui n'est pas rempli, parce que ça découle, ça découle vraiment de la science, de la technique. Juste pour dire... les Chinois, l'université chinoise, ils balancent dans le public, ils partagent avec tout le monde la séquence du SARS-CoV-2. 15 jours après, Moderna, ils déposent un brevet. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'il y a quand même une rapidité un peu exceptionnelle. BioNTech, c'est 3 mois après, même pas. Donc, Et vous vous sentez écouté par les pouvoirs publics quand vous les interpellez comme ça, ou vous avez l'impression qu'ils vous envoient chier? C'est là où on sort un joker, non?
Non, Là, mais je sais. si tu veux, Irène, mais... Non, mais en fait, non, c'est pas facile. C'est pas facile de changer les choses et non, habitudes, c'est vraiment pas facile. Mais c'est vrai que Mais on pourtant, lâche rien. Moi, parce que là, on paye un vaccin 20 € la dose. On peut se dire 20 €, c'est pas cher. Sauf que c'est 66 millions x 3, et puis c'est la terre entière qu'il faut vacciner. Sachant que les coûts de production, c'est 1 €. Donc moi, je veux bien que les gens fassent des marges, voilà. Mais à un moment... On arrive à la fin de ce Before, Irène et Chloé. Pour les personnes qui nous ont écoutés, alors qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? lasantéencampagne.com, c'est le site internet sur lequel ils peuvent se rendre pour aller, vous pouvez vous y rendre du coup pour aller consulter ces fameuses 10 propositions avant d'aller voter dimanche pour vous faire un avis. On peut vous rejoindre, Médecins On a du des Monde, super équipes dans toute la France ou presque. bénévolement. En Outre-mer aussi, je tiens à le dire. Ouais. Donc où que vous soyez, Pas besoin d'être rejoignez-nous. médecin, pas besoin d'être étudiant en santé. Non, médecin, toi je suis pas médecin. Vous n'êtes pas médecin toutes les On deux? n'est pas médecin. Bon, bah voilà, comme quoi. Mais on est quand même un médecin du monde, c'est fort. Ouais. Hein. C'est Ouais. extraordinaire. Non, mais C'est beau. donc justement, donc c'est ouvert Non, à toutes vraiment, les ouais. personnes qui veulent s'engager. Vous pouvez venir rencontrer les autres militants sur le terrain, vous engager avec Médecins du Monde. Et Avec papier, sans papier, tout le monde est tout le monde peut venir chez Médecins du Monde et ça C'est c'est cool. magnifique. Troisième truc qu'on voulait vous dire, c'est que la semaine prochaine, c'est Speedon. Speedon, un marathon de stream de speedrun sur Twitch pour la 2e édition consécutive. C'est animé par Yann Mister MV, si je dis pas de bêtises, mais avec plein d'autres streamers dedans. Et donc les collectes de dons cette année, ce sera pour Médecins du Monde. Donc voilà, une opération directement sur Twitch qui vous concerne directement. Donc n'hésitez pas à y aller, à participer à Speedon, à kiffer évidemment tout le week-end en regardant comme d'habitude, mais aussi en donnant de l'argent, c'est important. Donc voilà, merci Irène et Chloé Merci pour ce beaucoup. Before de Backseat. Merci Et vous, beaucoup. je vous dis à tout de suite pour le début de l'émission.